Bonsoir tout le monde, nous sommes en train d'enregistrer une nouvelle émission antistatique, nouveau format, accompagné toujours des mêmes compères, Merwan El Attar, Arnaud Longiani, Hélène Bonenfant. Donc 5 sujets, 5 minutes. On parle d'expérience client. Allez, Ok, donc ça c'est mon sujet, même si vous y contribuez largement. Donc ok, l'expérience client, vraiment fervente partisane de l'expérience client. L'expérience client, c'est de bout en bout tous les points de contact, comment ouais, on interagit avec le client. Mais moi, ce que j'apprécie particulièrement venant de la com à l'origine, du marketing, de la marque, c'est qu'on y diffuse plus que de la techno, parce que c'est quand même la combinaison techno, pratique, usage. C'est ça qui fait que ça évolue en permanence. Et l'expérience client, avec les derniers mois passés, les standards se sont vraiment hissés très 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 haut. Et donc c'est un enjeu considérable pour les entreprises d'aligner. Ça fait des années qu'il faut tout aligner, mais l'expérience client, moi ce que j'aime dans l'expérience client, c'est que ok, on y met du point de contact, de la qualité, mais il faut y mettre du sens derrière. Et c'est là où on ne se contente pas uniquement de faire de l'expérience client de la GRC, de la gestion de la relation client, du service mm, après-vente, etc. Mais ça va de bout en bout. Et il y a un truc qui est quand même de plus en plus important, c'est qu'on se rend compte que toute la partie digitale et numérique, elle est relativement facile à cadrer. C'est-à-dire qu'on écoute le client, on voit ses attentes, ses besoins, on entend ce qu'il veut et on y répond. Par contre, la partie humaine, c'est vraiment celle sur laquelle il faut attaquer parce que on travaille sur de l'interrelation, comment on devient. Alors, c'est de la politesse, de la courtoisie, de la réactivité, mais tout ça, finalement, ça vient pas sous le sens. Et quand on est un humain, souvent, on est un peu coupé. La personne, on est coupé de ce qui se passe avant, de ce qui se passe après, de ce qui se passe pendant. Et moi, j'avoue que ça, je trouve ça hyper complexe, sophistiqué, et donc j'apprécie beaucoup de travailler sur Et la ce qui est création de l'expérience intéressant, client. c'est que finalement, le client, c'est au sens large. C'est-à-dire que le client, ça peut être aussi finalement le collaborateur interne dans l'entreprise et l'expérience client à l'intérieur même de l'entreprise. Bah, t'en as qui Donc, défendent vraiment le fait que grâce à ce sont des positionnements pour eux, hein, c'est grâce à une expérience collaborateur réussie, on sert mieux son ouais. client. C'est la porte d'entrée, c'est d'abord le collaborateur. Et ça, c'est génial de pouvoir raisonner comme ça. Notamment, je sais pas, je parle de l'hôtellerie, il y a des grands hôtels de grandes marques qui sont dans le luxe, etc. Et pour qui c'est d'abord la façon dont les collaborateurs sont formés au service de leurs clients qui finalement mm. doit irradier sur les autres points de contact. Et du coup, tu penses que ça va être quoi les tendances à venir? Comment Alors, ça va évoluer? Est-ce je que tu as pense déjà qu'il des exemples? il faut qu'on forme les collaborateurs, qu'on leur décrypte et qu'on augmente leurs compétences dans l'univers dans lequel ils évoluent globalement du numérique, qu'ils comprennent les attentes de leurs clients et je pense qu'on doit renouveler. Enfin, je l'ai dit plusieurs fois, pour moi, l'expérience client, ça fait des années que je travaille dessus, c'est le renouveau du marketing et de la com. Parce que c'est la com et le marketing appliqués à l'univers complètement imprégné de l'univers et du potentiel du numérique. Je ne sais pas ce qui va se passer, je sais juste que c'est un levier d'efficacité et qu'ensuite, si la société n'est pas solide sur son positionnement, ensuite il va falloir diffuser plus et ce sera un avantage concurrentiel d'avoir une expérience client, mais de bout en bout. Et vraiment, l'humain, c'est La là que je pierre. travaille, hein, pour moi, c'est là que je travaille. Et je trouve que le mot expérience, moi, c'est un mot que j'aime bien. Parce que justement, c'est vraiment de l'humain. C'est comment la personne vit, comment elle ressent, comment Elle elle interagit, comment elle interagit. est engagée dans Voilà. quelque C'est pas chose. juste j'achète, c'est je vis une expérience. Mm. Exactement, que tu passes d'un acte d'un bouton à l'acte d'un formulaire. Ok, objectivement, c'est de l'expérience client. Mais si tu mets Totalement. rien, si tu n'as pas le micro-wording, si tu n'as Mm. pas la bonne attitude, et puis, je sais pas, nous, on vient d'une génération un peu plus ancienne où on nous a appris à être poli, avoir de la considération pour le besoin des gens. Enfin, poli, je suis pas très poli, mais la Non, mais considération. les jeunes sont polis aussi. Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais ces codes-là, ils ont évolué. Et Ouais. de la même façon, les gens sont polis, je suis convaincue, c'est évident, mais pas avec les mêmes codes, pas de la même façon. Et Oui, oui, ça doit se décortiquer, ça doit s'apprendre aussi. Carrément. c'est intéressant. Ça te couvre tout en fait. Ouais. Ça couvre tout. Ouais, ouais, c'est un peu facile comme concept, c'est un concept fourre-tout, mais c'est un beau concept étendard. Moi, j'avoue que ça permet de viser des choses. Carrément. Et puis, si je Ouais. peux rebondir, je sais qu'on va parler des data tout à l'heure, enfin, juste après. Mais l'expérience client, moi, dans mon domaine, c'est ultra important et on essaye de plus en plus d'être dans de la personnalisation, mais fois 1000. C'est qu'avant, on recevait un mail, bonjour, je sais pas, bonjour Arnaud, comment dire, on a reçu une nouvelle collection, c'était peut-être une collection homme au global, je sais pas, on va dire de vestes,
Aujourd'hui, on va essayer plutôt de faire bonjour Arnaud. On a prévu pour vous des vestes de moto en telle taille, de telle marque. Et là, c'est ultra Voilà, personnalisé. plus Ton précis. expérience client, elle est beaucoup plus vivante. Et ça rejoint ce que tu dis. Ça, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une belle tendance cette année là-dedans. On entend beaucoup de gens qui disent que finalement l'expérience client travaillée sur le digital est presque plus humaine que l'expérience client que l'on vit avec. Donc il faut Il y a plus de capitaliser connaissances sur le client. Exactement, ouais. Bien sûr. Ok, Et puis un robot c'est poli, hein. s'il est programmé pour être poli. Allez, il nous restait 10 secondes. 10 Bon, bah, on est secondes. top, on est bien dans le chrono. On est bon. Donc là, pareil, si vous êtes intéressé par ce sujet, vous aussi, et que vous avez envie qu'on en parle, qu'on fasse une émission, Mhm. si vous connaissez des gens qui sont intéressants et qu'on pourrait inviter, ou si vous-même vous voulez venir, n'hésitez pas, vous nous contactez, vous nous laissez un message, et on se fera un plaisir de faire une émission sur l'expérience client avec Hélène en chef d'orchestre. Exactement. On reparle data, on enchaîne sur la data, Merwan. Allez, let's On go. va commencer. Ça, on va continuer là-dessus. Non, moi je pense vraiment que la data, ça va être. C'est déjà tendance depuis plusieurs années, mais je pense réellement que dans l'année à venir et vraiment dans les 2-3 ans à venir, ça va être un challenge pour énormément d'entreprises. Mais c'est quoi de la data? Il peut y avoir plein de types de data. La data, c'est quoi? Ça va être de la donnée, donc ça peut être, je sais pas, ce qu'on appelle les données démographiques, sexe, âge, ville, localisation. Après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut avoir aussi des datas plus sur la partie comment dire, sociologique. Quelles sont les valeurs des personnes? Est-ce qu'ils, je sais pas, ils croient en l'environnement? Est-ce qu'ils sont végétariens? En fait, on peut creuser toutes ces datas-là. Et comment tu arrives à sortir ce genre de data? Il y a plein de moyens de le savoir. La sémantique. Pas du tout. Si je prends l'exemple de Uber Eats, imaginons Uber Eats. Mm. Comment ils font pour savoir si quelqu'un est végétarien? Ils vont regarder ce qu'il commande et au bout d'un moment, ils vont se dire bon, bah, cette personne, elle est végétarienne, elle commande jamais de viande. Et c'est là que c'est intéressant la data parce qu'on va commencer à l'analyser et à la regarder. Et il y a un truc que les robots ne peuvent pas faire pour le moment, je pense qu'ils vont réussir au bout d'un certain temps, c'est que nous, on a l'œil pour analyser les datas à notre manière et c'est à nous de les comprendre pour être stratège derrière. Même si il y a pas mal de choses qui arrivent où en fait avec l'intelligence artificielle, les robots vont être capables d'analyser ces datas-là pour proposer des solutions personnalisées, comme on le disait avant, pour l'expérience utilisateur. Et ça se développe de plus en plus. Donc moi, je pense vraiment que sur cette année 2022, la data va être au cœur de plein d'enjeux business. Je pense qu'il y a plein d'entreprises qui vont commencer vraiment à investir dedans. On s'est investi déjà beaucoup. Ça investit déjà beaucoup. Mais je pense que de plus en plus, de toute façon, on est bombardé de pubs. Moi, tous les jours, je suis bombardé de pubs qui sont de plus en plus personnalisées et je le remarque. Ça veut dire que, entre guillemets, le travail est bien fait. Et je vois vraiment cette année comme on va dire, Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que cette année, ça va être aussi la donnée du ralentissement de la collecte de données. C'est-à-dire qu'avec Ouais. les réglementations européennes qui un peu drive la réglementation mondiale, finalement, le DMA, le DSA et d'autres, finalement, ça freine la capacité qu'ont notamment les GAFAM ou d'autres plateformes à finalement collecter à l'insu des personnes des données justement pour pouvoir profiler les publicités, les annonces, etc. Donc il y a à la fois d'un côté une grosse puissance de développement de l'analyse de la donnée et d'un côté un gros coup de frein sur la collecte de la donnée. Ça va être intéressant de voir comment ça va se jouer là-dessus. complètement. Donc on a plein de sujets à creuser sur la data également. On n'a pas parlé de la techno qui est derrière tout ça. Ouais, mais Des il technos. y a tellement de Plein de techno. Mais moi, ce qui est intéressant, effectivement, c'est pas tant, je trouve, les technos, c'est l'usage qui en est fait et la réglementation qui est autour, parce que c'est un vrai enjeu. On dit toujours que la data, c'est l'or noir. Enfin, et que c'est vrai, tout le monde se bat pour avoir de la donnée, quoi. Et C'est la matière première. Voilà, c'est la matière C'est première. la matière première. Comment cette matière première va Comment être on la captée, protège, comment elle va être utilisée. comment Exactement. on l'exploite, qu'est-ce qu'on en fait de... Je travaille avec des boîtes où le premier enjeu, c'est la RGPD. C'est comment je suis en réglementation avec la RGPD. Et la RGPD, c'est quelque chose qu'il faut... Enfin, tu peux pas la décrypter comme ça facilement. Non, ça prend du temps. Et là, du coup, c'est en cours. En plus, là, cette année, je pense que ça va aussi bouger à ce niveau-là. Voilà, on le voit en France par rapport à la RGPD et la CNIL. Il y a beaucoup de choses qui avancent. Donc, c'est un véritable chantier. Je pense que cette année, ça va Donc être... ça, c'est censé être un chantier vertueux. Si on impacte ça dans l'expérience client, tu parles de tes exemples de marques de textiles où on voit qu'on va pousser la bonne information info, ouais. au bon moment. Donc c'est le principe de base de l'expérience client. Hein, c'est bon point de contact, bon message pour la bonne personne. Et puis il y a aussi le revers de la médaille où on pourrait imaginer que
la grosse data, Ah la bah, grosse data qui arrive là-dessus, et la grosse data qui finalement va aussi aseptiser nos usages et nos envies, ouais. puisqu'elle est aussi là pour nous masquer un peu ce qu'on n'aime pas Mm. aujourd'hui. Donc, Non, mais c'est une nouvelle guerre quelque part de ceux qui veulent utiliser la donnée, ceux qui veulent pas la donner, ceux qui veulent aseptiser. est-ce qu'on veut pas la donner, nous, en tant qu'utilisateurs? Ah Est-ce qu'il y a bah vraiment oui. une Ah oui, prise oui, de ah conscience oui, de... ça commence à avoir une prise de conscience. Pas tout le monde, évidemment, ça peut être générationnel, mais ça peut être aussi sociologique. Enfin, il Mm. faut voir. Mais il y a des vrais enjeux et les politiques nous font en tout cas prendre conscience aujourd'hui qu'on ne peut pas la donner comme ça, on ne peut pas la collecter comme ça. Mm. Donc non, il y a des vraies bonnes questions là qui sont en train de se poser. Ça va être riche. Ouais. Et je vois déjà moi quelques entreprises qui ont pris cette carte de la RGPD et qui expliquent bien les datas qu'elles vont récupérer. Et c'est vraiment pour la personne qui vient sur le site, pour un internaute par exemple, dans le but de lui proposer la meilleure expérience possible. Donc là, c'est utiliser les datas toujours dans un sens positif et éviter l'utilisation de data un peu malhonnête, on va dire. Et puis on voit, là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la guerre qui est entre la communauté européenne et les GAFA, et donc Facebook. Mm. Et Facebook qui a dit, moi, si je ne peux pas continuer à travailler et transférer mes données aux États-Unis comme je le fais habituellement, je vais arrêter le service. On restera sur ce que décide Marc dans les Voilà. prochains mois. Hein, Non, mais Arnaud, tu nous tiendras au courant? Affaire à suivre, surtout qu'il y a les élections qui approchent. Donc moi, j'attends de voir s'il n'y a pas des choses qui vont être mêlées ou je sais pas. Hâte de voir comment ça va se passer. Et si certains sont intéressés, n'hésitez pas à venir sur le plateau. On peut parler de data s'il y a des spécificités ou si vous avez, je sais pas, un avis particulier sur la question, on vous accueille avec plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, comme le disait Arnaud, en commentaire ou alors sur notre adresse mail qui sera dans la description. Nouveau sujet, est-ce qu'on parle cybersécurité? Ça va un petit peu dans le... Allez. Allez, go! Arnaud. Alors, la cybersécurité, globalement, ce qui est aussi la protection des données, si on repart sur la data. Alors là, s'il y a un enjeu, c'est bien celui-là aujourd'hui, parce qu'on voit que ça augmente crescendo, les attaques. Ça devient de plus en plus massif, de plus en plus sophistiqué, de plus en plus ciblé aussi, parce que les hackers se servent aussi de la donnée pour nous cibler. Ça devient un vrai business, des vraies entreprises, c'est des professionnels, ça depuis longtemps, ça explose. Mais c'est aussi des enjeux politiques. Beaucoup de gros criminels sont des acteurs d'État, masqués derrière des groupes privés, mais financés par des États comme la Russie, comme la Chine, comme la Corée du Nord, comme les États-Unis aussi, il ne faut pas se mentir. Donc ça là, c'est de vrais enjeux. Et face à ça, aujourd'hui, moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est de se dire, face à des enjeux comme ça, et puis on cible l'humain. En fait, aujourd'hui, les hackers, qu'est-ce qu'ils font? Ils ciblent la faiblesse humaine par rapport à nos biais cognitifs, nos biais comportementaux, et ils le savent très bien. Attends, tu es en train de dire qu'il y a d'un côté la technologie qui permet l'attaque, etc., mais que finalement, ça En fait, la technologie... la fragilité, le point de faille, le maillon faible, c'est l'humain. Alors, c'est ce qu'on se dit. On dit le maillon faible, c'est l'humain, parce que de toute façon, on l'a bien compris qu'aujourd'hui, c'est la guerre de systèmes techniques face à systèmes techniques, et ça se neutralise. Et derrière les systèmes techniques, il y a des humains. Donc les hackers l'ont bien compris, c'est là où les gens sont le moins prêts, moins préparés et ont le plus de biais, c'est l'humain. Et Pourquoi tu parles de biais? Parce qu'on a tous des biais. Par exemple, tu reçois un SMS pour te dire attention, si vous ne validez pas votre compte CPF à la fin du mois, il sera perdu. Donc on joue sur la peur. Si vous cliquez là, vous allez gagner un iPhone. On va jouer sur la gratification. Donc on joue sur nos faiblesses psychologiques, émotionnelles, pour nous faire cliquer, pour nous faire exécuter un programme, etc. Donc oui, l'homme est faible, et c'est ce qui est sa caractère, faillible. Mais en même temps, il est très fort. Mais la femme est très forte. Mais en même temps, il est très fort, c'est-à-dire qu'on a une capacité d'adaptation et de réaction et de changement extraordinaire. À une condition, c'est-à-dire qu'on ne culpabilise pas les gens, mais qu'on les responsabilise. Ouais. Qu'on ne dise pas que les personnes sont le point faible, mais ce sont nos premiers défenseurs. Comme on a les secouristes du travail, moi je milite pour qu'on ait les secouristes, les cyber-secouristes du travail, et qu'on apprenne aux gens à développer des réflexes, à prendre conscience des enjeux, à être responsable et pas les culpabiliser en disant change ton mot de passe, fais de la double authentification. On les noie sous de la complexité de jargon technique qui demande une charge cognitive impressionnante. Les gens ne font plus. Il faut simplifier les messages, il faut responsabiliser, il faut amener les gens à être les premiers rideaux de défense et pas juste ceux qu'on considère comme des gens faibles. Donc aujourd'hui, la cybersécurité, il y a un pan
entier qui est le travail sur l'acculturation des gens, le L'éducation. fait qu'ils L'éducation. Plus simplement la sensibilisation, parce qu'on voit que la sensibilisation ne marche pas. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui en sensibilisation ne fonctionne pas. Il faut rééduquer ou éduquer les gens. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, Il faut- tu sors de ta voiture, tu la fermes, comprendre les enjeux et que ça ait du Complètement. sens pour soi. comprendre les enjeux, Comme tu dis, responsabiliser. responsabiliser et créer des réflexes. Quand on part chez nous, on ferme la porte, on ne se pose pas la question. Donc on est capable d'avoir des checklists comme ça de réflexes qu'on peut inculquer aux gens. Exactement. Et alors ça, c'est une autre dimension. Il y a des méthodes pour faire ça. Quand on parle du marketing, il y a le marketing du nudge, qui est le marketing du coup de pouce, le marketing bienveillant, qui n'est pas le black marketing, mais au contraire le marketing de je t'aide à prendre la bonne décision Exactement. malgré toi, mais pour toi. Et là, on est aussi quelque part dans l'expérience client. C'est finalement, Ah bah oui. on va utiliser les mêmes techniques pour que la personne vive finalement la cybersécurité comme une expérience qu'il va apprendre et qui développe des réflexes. En fait. Mais si tu mets l'humain au cœur de toutes tes réflexions, de toute façon, ces choses-là, c'est d'abord nous qui devons être servis, et pas l'inverse. Exactement. Quand on faisait de la communication il y a des années, ok, on faisait un message 4x3 en affichage, mais il fallait bien que le message touche l'émotion ou touche quelque chose pour avoir un acte de rentrer dans un magasin, pour avoir un acte de s'affilier à quelque chose. Et là, je trouve qu'on vulgarise pas suffisamment, on simplifie pas suffisamment Non, le message pour que les gens se l'approprient et en prennent c'est conscience. tellement compliqué à comprendre. Et du coup, c'est quoi les solutions? Parce que moi, c'est la question que je me pose. À ton avis, quelles vont être les grandes tendances sur la cybersécurité? Ça va être quoi je sais pas, du nudge marketing? Ça va être quoi de l'éducation à l'école? Non, il va falloir ça. Il faut passer notamment, alors aujourd'hui, il y a les neurosciences, il y a la neuropédagogie qui nous explique comment fonctionne le cerveau. Et donc, il faut passer par des messages simples et répétés. Il faut passer par des tests, c'est-à-dire mettre les gens face à des simulateurs, leur faire expérimenter des attaques, et après ne pas les culpabiliser, mais faire des feedbacks, faire des analyses. Qu'est-ce qui a fait que vous avez cliqué? Qu'est-ce qui aurait fait que vous n'auriez pas cliqué? De quoi? On a fait des études pavloviennes. Alors, stop. Arrêtez. Ouais. Donc, on a énormément de choses. On a quelqu'un qui réfléchit très activement aux bonnes façons par rapport à des constats. Donc, moi, je pense que ce sujet, c'est obligatoire que vous le likiez, que vous le validiez et que dans les commentaires, on fasse quelque chose sur la cybersécurité pour la comprendre, pour que tu continues. La cybersécurité au service des humains est fait par les humains et pas juste un combat de machines. Ok. Bon, C'est top. Ouais. pour slogan. Quel est le prochain sujet que vous voulez évoquer, messieurs? Et puis bon, la blockchain, c'est un peu ce qui vous attend. Ah, c'est sujet tendance, hein. Là, on peut y aller. Ouais, mais ça fait longtemps, ça fait 10 ans qu'on parle de Je trouve ça. qu'il y a un essor là, vraiment qui arrive, je sais pas, depuis. Pourquoi? Je sais pas, moi j'ai l'impression que, je sais pas, ça se démocratise et il y a de plus en plus de personnes qui peuvent y toucher. Et moi, c'est ce que j'observe depuis déjà, je pense, une bonne année et j'ai l'impression que là, ça explose. Je me souviens d'une conférence à la CCI il y a 6-7 ans et il y avait un gars qui était venu parler du digital et un autre qui intervenait sur la blockchain, un jeune qui avait une start-up. Et moi, j'ai assisté à la conférence, je n'ai donc rien compris, mais comme on dit toujours, il faut au moins 3, 4, 5, 7 conférences avant de commencer à comprendre quelque chose. Sauf que le gars qui était soi-disant à la pointe l'a pris de haut en lui disant « Ouais, mais non, c'était énorme. Non, mais ce sera vraiment Non, pas... mais le problème de la blockchain, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la techno, qui est très complexe parce qu'on parle de chiffrement, de cryptographie, de système de blocs enchaînés, etc., qui n'est pas évidente à comprendre. Mais ça, à la limite, on peut le laisser. C'est comme l'informatique, c'est complexe, Internet, c'est complexe, et pourtant, on l'utilise tous les jours. Et il y a l'usage de la blockchain. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il y a de la donnée, il y a de l'expérience, et puis il y a tout un tas de concepts. Et au-delà des pratiques, c'est quelque chose qui va reposer la question pratiquement du modèle sociétal. Oui. Ouais, c'est une révolution. C'est-à-dire que la blockchain, c'est le principe de la distribution de la donnée. Elle n'appartient à personne, elle appartient en même temps à tout le monde, avec des systèmes automatisés qui vont permettre de développer des crypto-monnaies comme le Bitcoin, mais ça n'est qu'une illustration, c'est la première, on en parle, les gens confondent la blockchain et le Bitcoin, alors qu'il y a plein de crypto-monnaies qui existent et plein qui sont en train de se développer, mais c'est surtout quelque chose qui va remettre en question le fait même du contrôle. Aujourd'hui, les monnaies sont contrôlées par des banques centrales, les lois sont contrôlées par des États, les systèmes d'actes notariés sont contrôlés par ça, c'était l'État. l'exemple qui avait été fait il y a 7 ans pendant la conférence. Il prenait l'acte de propriété sur des parcelles en Afrique
Et en fait, les gens ne pouvaient pas retrouver les titres, etc. Mais par la technologie de la blockchain, le fait qu'eux mettaient dans la blockchain qu'ils en étaient propriétaires, que d'autres venaient certifier qu'ils en étaient propriétaires, il n'y avait pas d'acte notarié, il n'y avait pas de préemption possible, évidemment, hein, mais il n'y avait pas de préemption possible puisque c'était là et ça existait. Et ça, tu peux le générer, tu peux le développer sur la finance, l'argent finalement. Bien C'est sûr. pareil, ça peut être sur les plateformes. Aujourd'hui, Facebook, par exemple, ça appartient à Facebook. Demain, on peut faire ce qu'avec des applications distribuées, un Facebook totalement distribué. Et du coup, il n'y a pas une personne qui peut décider du contrôle qu'il fait. Ça doit être la communauté qui le fait à travers ce qu'on appelle des DAO, c'est-à-dire des organisations autonomes distribuées. Et donc, il y a des règles qui peuvent se faire, quelque part, une vraie démocratie automatisée. Et donc, c'est intéressant dans la blockchain. On peut la penser. Ouais, ce qui est intéressant, c'est quel va être l'impact de la blockchain sur le fonctionnement du monde. Voilà. Moi, c'est ces questions-là qui m'intéressent. On va où avec ça? Ce qui veut dire aussi que là, on est encore à des points de bascule. Pour moi, on est à l'aube de la blockchain. Ça arrive, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est Et les gros groupes qui fonctionnent sur certains types de modèles, ou n'importe qui, même nous, on va avoir une forme de résistance au changement, c'est évident. C'est le paradigme. C'est des paradigmes qui vont péter, en fait. Ouais, c'est des paradigmes. Et aujourd'hui, c'est pas un hasard si ce sont la Russie, la Chine, la Corée du Nord, le Kazakhstan qui interdisent la blockchain et les crypto-monnaies parce que c'est une perte de contrôle. C'est pas un hasard. Là, il y a de l'expérience client. Il y a de l'expérience. Et il y a de la data. Et il y a de la cybersécurité. Parce que là, derrière, on fait confiance à la blockchain parce qu'on considère que c'est suffisamment chiffré, suffisamment protégé. Demain, autre sujet, mais l'ordinateur quantique pose des questions, c'est qu'il serait capable de péter toutes les sécurités. Oui, mais pour l'instant, c'est. Donc il y a un problème de confiance. Demain, vraiment demain. Ouais, c'est demain, mais peut-être pas dans si longtemps que ça. Donc, il y a on lit pas les mêmes choses. Sur quoi? Sur l'ordinateur quantique? Ah ben quand on dit demain, c'est pas l'année prochaine, mais dans les 10, 15, 20 ans qui arrivent, ça peut arriver très très vite. Sauf qu'aujourd'hui, toute la confiance est basée sur les algorithmes de chiffrement auxquels on fait confiance. Alors comment on fait, nous, quand même, comme j'accompagne des entreprises dans leur transformation ou leur mutation, comment tu fais pour leur dire il y a ça qui arrive et en même temps déjà faire les premières mutations qui sont nécessaires? On va le faire avec le temps. Ah ouais, le temps, mais le temps, on va en manquer en fait. Il va y avoir des ponts qui vont se passer et c'est un truc qui me Et si on revient sur tracasse. Enfin, en même temps, tu dois amener les gens à faire certaines évolutions, comprendre et les faire et les approprier et tu sais que c'est presque déjà dépassé. Et mais c'est un vrai problème, c'est lié au numérique, c'est ce que j'explique, c'est qu'aujourd'hui, ça va trop vite, ça va très vite pour le cerveau humain. D'ailleurs, j'ai lu un média qui s'appelle Uzbek Erika, Uzbek Erika, pardon, qui eux parlent qu'on n'est plus dans une étape d'évolution, mais on est dans une étape de maintenance, et qu'on a été tellement loin, on va dire dans les avancées technologiques, qu'aujourd'hui, en fait, il y a peut-être un plateau, enfin, on appelle ça un plateau de verre, qu'on ne peut plus dépasser. Un plafond de verre. Un plafond de verre. Ouais. Merci pour... Un plateau de verre sur lequel on peut plus sauter. Et du coup, il dit ça vraiment. 5 minutes, hein. On est plutôt vraiment sur de la maintenance et déjà commencer à s'accaparer de tout ce qu'il y a eu et arrêter peut-être de sur-évoluer, si on peut dire ça comme ça. Alors, là, ça pose les vraies questions de société. Jusqu'où on s'arrête? Est-ce qu'on peut arrêter des systèmes d'innovation comme ça? Et puis, ça revient aussi quelque part à la sobriété numérique à un moment donné. C'est-à-dire, jusqu'où on va à inventer? Est-ce que ça a du sens de toujours réinventer de nouvelles choses? Question de société, là aussi, quoi. Et sur les sujets de sobriété numérique, on m'a demandé justement comment regarder comment les gens pouvaient comprendre la sobriété numérique. Finalement, ça revient à ce que tu dis avec la cybersécurité, c'est comment on peut gérer des injonctions complètement contradictoires. Parce qu'aujourd'hui, c'est contradictoire. Alors, on va te donner un exemple très simple. On fait un site internet avec une vidéo. Ok, il ne faut pas cliquer dessus pour qu'elle soit appelée, etc. Mais en même temps, il y a de l'image partout. Il y a de l'image partout. Alors, tu vas dégrader l'image. Donc, tu trouves des artifices en mettant des petits filtres pour que ça passe bien. Mais on va tous se retrouver à faire la même chose. Donc, celui qui restera avec sa belle image bien clinquante, avec un visuel fort, il l'emportera toujours. Peut-être pas. Peut-être pas, parce qu'il y a des générations qui commencent à dire non, moi, je vais pas sur ce site-là ou je vais pas ça parce qu'ils respectent pas les nouvelles règles de sobriété. Donc il y en a qui le feront, d'autres qui le feront pas. Moi, je pense que tout le monde doit s'y mettre. On est dans la bascule. On est dans ces points de bascule. Donc à nous de prendre les positions et de défendre des pistes en fait. Si on regarde par exemple l'exemple des images et des vidéos, si tu regardes bien aujourd'hui, t'es sanctionné si tu utilises des images à très haute qualité. T'es sanctionné, de toute façon. On va rentrer dans le technique et dans le référencement. Mais il y a cette chose-là aussi qui pousse. Donc en fait, on va être obligé de s'adapter. On ne pourra plus mettre des grosses images en 4000 x 4000 pixels. Non, et comme tu as Yuka, tu as les Nutri-Score, etc., tu auras les numériques scores, savoir est-ce que ton site il est ABCDEFG en termes de... Il y a déjà des boîtes qui font des audits carbone. Oui. Il y en a beaucoup à Rennes.
C'est minimaliste, mais en même temps, c'est ce qu'on dit aussi. Développer, c'est quoi les fonctionnalités essentielles? Comment on va vers l'utilitaire plutôt que se faire plaisir. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'on a avancé aussi, nous, dans nos usages, nos maturités. Et ça va re-questionner de toute façon l'intérêt d'innover pour innover. Totalement. Est-ce qu'on va dans le bon sens? D'accord, donc c'est un sujet, là je suis incapable de tout le résumer, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc blockchain, on va parler, on dit blockchain, et puis après C'est surtout on est nouveau changement Ouais. d'usage avec la blockchain. Plus que la C'est ça. techno, c'est pas intéressant, c'est qu'est-ce que ça va changer en fait, la distribution, la perte de contrôle central dans nos vies en fait. Alors moi j'ai lu un truc qui revenait à questionner le management. Je ne sais pas si on peut parler un petit peu de ça. Allez, Alors, il reste sans plus sujet, alors. Allez, on change de sujet. Alors, en plus, c'est super bien fait parce qu'on avait prévu ce sujet-là. C'est le management, donc tout va bien. Mais alors, sur la blockchain, je reviens. Si vous êtes intéressé à débattre avec nous des usages, des conséquences que ça va avoir sur l'environnement, parce qu'il y a aussi ce débat-là avec la blockchain, et on pourra en parler, sur la société, sur le contrôle, sur les nouveaux services, venez, c'est passionnant et on sera heureux de discuter. Et on a partagé un article que tu m'as envoyé il y a pas très longtemps sur le Web 3.0. Il y avait quelqu'un qui prenait la parole très justement en disant c'est pas qu'il faut y aller bille en tête, on ne sait pas. Mais il faut le garder quand on est chef d'entreprise ou individu responsable. On doit s'ouvrir à ça. On doit le garder dans un coin et on doit se cultiver, même si c'est hyper compliqué à comprendre. C'est exigeant en fait. Et ça, c'est quelque chose de très récurrent, c'est que les choses compliquées, soit on n'y va pas parce on tourne la tête, soit on se dit, il faut au moins que je consacre 20% de mon temps à me perturber et à apprendre des nouvelles choses. Et au fur et à mesure, j'apprends. Et c'est comme ça qu'on exerce aussi Parce son... que de toute façon, son si on droit de n'apprend citoyen, pas très hein. vite, ça nous revient de toute façon. Oui, c'est sûr. Alors, on parlait management. Regarde, j'ai trouvé une formule j'ai lu une formule que j'ai trouvée très intéressante. Attendez, je remets juste 5 minutes. Faut-il continuer à avoir des managers? Alors, je poursuis mon idée. Moi, j'ai toujours bossé dans des boîtes où j'étais, même toute jeune, j'étais autonome. Je veux dire, j'ai eu la chance de bosser dans une agence de publicité de dingue. J'étais stagiaire, j'avais déjà des responsabilités. Mes premiers postes clients, j'avais personne qui me supervisait. On faisait des réunions, chacun avait sa place, mais j'ai toujours connu cette autonomie. Et j'ai vécu des entreprises où là, par contre, le manager avait certaines places qu'il fallait garder. J'ai d'ailleurs été à ces places de manager que j'ai pas super bien vécues ou super bien réalisées. Et là, le fait de se dire Covid, que fait un manager quand il n'est plus en relation de contrôle, moi j'ai trouvé ça génial de me dire il n'y a plus de manager. Alors, il n'y a plus de manager, c'est pas aussi simple que ça, mais il est vrai que si tout le monde monte en responsabilisation, normalement, cette dimension managériale qu'on sait évoluer vers le mentorat plus que vers je sais, moi j'ai la décision. Et en plus, vu tout ce qu'on raconte, c'est impossible de tout savoir. Ça va devenir impossible d'être manager, c'est impossible. Mais ça pose la question d'ailleurs de qu'est-ce qu'on met derrière le mot manager. Oui, c'est ça, Il y a parce que différentes Oh non, mais acceptions. arrête, à chaque fois on repart en arrière. Quand même, t'es pas d'accord? Bah Non, moi, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Je suis d'accord, j'aime bien le côté provoque à ton besoin de manager. Et, la question c'est qu'est-ce qu'on met derrière le manager? Est-ce que c'est le chef qui décide tout ou est-ce que c'est l'animateur, le leader? Ça revient qui fait avec du ton lien. système d'organisation, des organisations Exactement. flat plutôt que des organisations comme pyramidal, ça. oui. Exactement. Mais si on met derrière le mot manager le chef qui décide tout, oui, ça pose de vraies questions aujourd'hui. Le monde est trop complexe pour qu'une personne Oui, puisse c'est tout même savoir. plus une histoire d'autorité ou de Voilà. comportement que ça a été un Exactement. temps. C'est ça. C'est Par que contre, quelqu'un qui finalement, anime, qui coordonne, qui motive les gens, qui donne du sens, etc., il y en a toujours besoin. Mais c'est plus la personne omnisciente, omnipotente. En fait. Parce que si on fait bien la différence, là, de ce que vous dites, le manager, c'est pas le supérieur hiérarchique, c'est vraiment une. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que tu l'as amené, c'est que plutôt le manager, c'était ton supérieur hiérarchique qui te donnait des ordres, et qu'aujourd'hui, en gros. Moi, j'ai été le supérieur hiérarchique qui donnait des ordres. Mais c'était plutôt dans un rôle de supérieur hiérarchique, Mm. alors que le manager, c'est, comme tu le disais, plutôt quelqu'un C'est le qui gère de leader. l'humain, C'est le leader. c'est le leader, Mm. c'est l'initiateur de plein d'actions, c'est lui qui gère, on va dire, Et toutes ce les qui- interactions Ce qui humaines. impose aussi d'avoir une plus grande justesse dans l'analyse des compétences des uns et des autres. Mm. Et ça, j'ai beaucoup peu vu de gens capables Des compétences, soft et hard, potentiels. les hard Oui, skills oui, et les bien soft sûr, skills, bien sûr. et des envies, parce qu'on peut avoir des compétences, et j'ai connu beaucoup trop de managers qui, en fait, on a nommé manager, mais n'en avait pas envie. Alors moi, je suis montée manageuse parce que j'augmentais mon salaire et que je me disais que j'allais avoir des projets plus intéressants jusqu'au moment où être manageuse, c'est devenu ma peine. Enfin, j'étais pas compétente pour être manageuse à ces moments-là, dans ces équipes-là, de cette façon-là. Ouais. Parce que mon plaisir n'était pas là finalement. Parce que Mais c'était le le fait de- système était fait qu'il fallait devenir manager. Et on en a connu plein. Des gens qui se retrouvent à un moment à la mauvaise place, pâter ce qu'on appelle le seuil d'incompétence.
C'est que tu as la voix de l'organisation, ben, toi tu la suis, et puis à un moment, bah, tu te rends compte, mais c'est bien, c'est ça qui te permet de te recadrer aussi. Mais c'était quoi? C'était gérer l'humain qui était difficile? Non, c'était plus compliqué que ça, mais Enfin, gérer l'humain, Mais c'est pas gérer l'humain, facile. c'était Non, mais pour moi, c'est le truc le plus dur, hein. C'est C'est pas- gérer c'est- l'humain, hein, gérer des personnes. C'est pas facile, mais il y a surtout, moi qui interviens dans l'entreprise en tant que coach, c'est déjà que les gens comprennent ce qu'on attend d'eux. Et bien souvent, les managers sont nommés à un poste et on leur dit pas ce qu'on attend d'eux en tant que manager, quoi. Et là, c'est bah, vraiment le ils sont- marteau et ils sont l'enclume, livrés, le quoi. manager. ils sont pas accompagnés, puis surtout, bah, ils font comme ils le sentent. Et puis, bah, sauf que Enfin, leur peut-être manager à maintenant, eux n'attend pas les mêmes choses. Et voilà, et c'est un vrai métier à part entière. Et il faut comprendre l'humain derrière, il faut aimer les gens. Voilà, c'est ma conviction, c'est pour être manager, il faut aimer les gens. ça doit être ça, Ok. mon problème. Donc, le management, je sais qu'il y a des gens qui décortiquent beaucoup de choses. On fait un appel à des personnes qu'on a déjà contactées pour venir nous parler de tout ça, parce que il y a des belles révolutions, et moi j'ai envie d'en parler de ça. J'ai vraiment envie d'en parler, d'apprendre plein de choses. Et tu as raison, hein, le Covid est en train de bouleverser Totalement, le Ça a changé management. tous les codes. Ça en change beaucoup en tous les Ouais. cas. Donc ça révèle en fait un malaise qu'il y avait. Oui, parce que moi j'ai le sentiment qu'en fait aujourd'hui c'est ce que je vivais il y a 20 ans chez Euro RSCG. C'est juste que j'avais la chance de vivre ça, je pensais que c'était partout comme ça. Et non. Et non. Donc là aussi, management très très. Et le vaste management sujet. par l'engagement, et la motivation par l'engagement. Et on revient sur ce que tu disais en plus au début sur, entre guillemets, l'expérience collaborateur. Tu as aussi cette Exactement. partie-là, en fait, Ça rentre là-dedans, où ouais. tu inclus les personnes et tu les emmènes avec toi, plus que donner des ordres. Ou je sais Mais pas c'est quoi. hyper compliqué, hein, c'est des belles postures qu'on a autour de la table, hein, mais la réalité est beaucoup plus difficile Parce que qu'il y ça. a les cultures d'entreprise qui rentrent là-dedans aussi. Et les gens, les interactions. Alors là, Nickel. Bravo. nickel. Super timing. Donc management, encore un beau sujet. N'hésitez Complètement. pas si vous êtes intéressé. Carrément, ouais. Il Super y intéressant. a à dire. Il y a à dire. Franchement, Un dernier sujet? Merwan, tu voudrais nous parler de design, tu voudrais nous moi parler, j'étais chaud pour parler de Metaverse. Hein, Ah, mais parle de Metaverse, alors Mais vas-y, c'est- vas-y. Non, mais c'est toi qui le maîtrises plus que moi. Moi je... Ah, je maîtrise pas du tout. Pas du Par tout. contre, je suis hyper passionnée. Ah, t'es passionné. Ah, je suis Ah, moi, passionnée. je pense que ouais, c'est le sujet qui est tendance. De toute façon, je pense qu'on s'était tous pris dans la tête. Hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que là, on était au préambule. Là, on va rentrer dedans petit à petit. Je sais pas si vous avez déjà des idées, ou vous avez eu des. Ah, moi, j'ai des plein choses- d'idées, j'ai des plein choses d'envies, passées. mais je Et sais toi, pas par forcément, où dans l'expérience client. les prendre. Oups, la table, faut pas taper sur la table. Mais c'est un sujet à la fois nouveau et pas nouveau. Non. Pour moi, ça reste quand même relativement Parce nouveau. que tu es jeune. Oui, mais- Certainement. Certainement. Pour nous, Ouais, oui, c'est Pour vrai. nous, on a connu en fait des métavers sous diverses formes avant. La forme la plus proche, c'était Second World à l'époque. Il y avait déjà un univers parallèle. Mais du coup, c'est quoi Second World? Parce que moi, je vois pas, je C'était vois pas ce que déjà c'est. c'était une île en fait où tu pouvais acheter des parcelles, tu pouvais monter des magasins, tu pouvais rencontrer des gens, tu avais un avatar en 3D Ok. et tu pouvais faire des rencontres, tu pouvais faire des concerts, tu pouvais faire C'était des un jeu en parties. ligne, c'était un peu comme les Sims ou quelque chose comme ça. Non, je c'était sais pas un jeu, c'était vraiment un univers dans lequel tu pouvais animer. Tu crées- C'était pas un des jeu dans le communautés. sens game, mais Non. c'était quand même un jeu. Oui, C'était une ludique. technologie de jeu. C'était ludique, c'était des moteurs 3D, Ok. mais à l'époque, les réseaux n'étaient pas suffisamment bons, les cartes graphiques n'étaient pas suffisamment bonnes, ça coûtait ça coûtait cher, et ça c'est un peu tombé, mais il y avait déjà du business qui avait été fait. Ah ouais. Et là, les métavers, ça reprend ça, mais en s'appuyant sur notamment la blockchain, Ouais. où ça n'appartient pas à une entité, mais c'est totalement distribué, en s'appuyant sur les NFT, où tu peux faire de la valorisation d'actifs numériques, ce qu'on n'avait pas vraiment avant. Ça s'appuie sur des technologies 3D qui sont très abouties maintenant et faciles. Et puis la maturité des marques. Aujourd'hui, on voit des marques comme Adidas, Sony et co vont à fond. Les chanteurs, Tout, ouais. les marques de luxe. Voilà. Donc il y a une maturité technologique et humaine qui fait que quelque chose est en train de reprendre vie sous ce univers-là, en fait. Et on est aussi dans la logique de l'économie de base, à savoir si vous avez fait des sciences éco. Quand même, Parce que toi, tu en as fait. J'en ai fait, j'ai été biberonnée à Karl Marx, et c'était quand même la fin du capitalisme. C'est quand on n'arrive plus à avoir dégager assez de marge, ça s'appelait pas comme ça, mais c'est la charge du travail, le travailleur à qui on volait son travail, et c'était ça qui créait la plus-value et qui créait la valeur qu'avait le capitaliste et le. Très marxiste. Non, mais c'est Marx. C'est pas marxiste, c'est Marx. Mais il avait une limite. Moi, quand j'ai découvert ça, je trouve ça génial comme raisonnement.
parce que c'est un peu la pyramide de Maslow aussi, hein, c'est les besoins primaires, c'est la reproduction de la valeur sociale. Donc tu dois pouvoir te loger, te nourrir, élever tes propres enfants, puis au fur et à mesure du temps, on va vers des choses de plus en plus immatérielles. Et là, on est quand même tout en haut de la pyramide de Maslow. Hein, on est sur les valeurs, la le quête de sens, sens. etc. Exactement. On a fait toutes les autres étapes, enfin dans nos pays hyper développés. Exactement. Et ce métaverse, moi, je le vois de la même façon, de dire qu'à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu regardes Marx avait dit, Karl, je sais un petit peu pas, Karl avait dit, Karl, mais c'est pas le même. Il avait parlé, il avait parlé de dire qu'à un moment, ça s'arrêterait, puisque forcément, les gens allaient devenir de plus en plus, demander de plus en plus, et donc la plus-value allait réduire de façon drastique, donc finalement on dégagerait plus assez d'argent, de capital. Donc le lien avec le métaverse? Oui, le lien avec le métaverse, c'est qu'il n'avait pas prévu qu'il y allait avoir la mondialisation. Donc la mondialisation, c'est le même concept qui s'étend à d'autres pays. On a exploité des pays où la main-d'œuvre était moins chère et on a pu continuer à reproduire ce système-là. Ah, mais la Terre étant finie, qu'est-ce qu'on fait? Et bien voilà le métaverse. Alors c'est peut-être pas du tout relié, mais pour moi, le métaverse, c'est une nouvelle Terre. Et c'est un angle qui m'a fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, c'est encore un nouveau territoire qui va retrouver. J'ai un c'est une fantasme, extension de. comme le film Ready Player One de Spielberg. Pour moi, on est là-dedans. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va aller là-dedans. Peut-être pas. Par contre, moi, je le vois pas du tout comme ça. Ah ouais, moi j'ai un fantasme, c'est que ce soit Ready Player One, on soit tous, je sais pas, Je connais pas le film, ça fait quoi? C'est un monde parallèle, en gros. Je sais pas si on peut pas qualifier ça de jeu vidéo, je sais pas. C'est un monde virtuel en gros où tu mets ton casque 3D et tu rentres dans un monde virtuel où tu as ton avatar, c'est toi. Ouais. Et en gros, tu as plein de niveaux, tu peux t'habiller de la façon que tu veux. Ouais. Et en gros, tu as la différence de ta vie. En gros, globalement, il me semble que c'est un adolescent. Dans le film, c'est un adolescent qui vit dans une décharge. En fait, quelqu'un qui est très pauvre, mais dans l'autre monde, c'est le mec le plus coté, enfin, c'est absolument rien à voir, sauf que t'as quand même cette barrière-là, que ce n'est pas la réalité. Mais il faut quand même qu'il mange physiquement. Oui. Mais par contre, il est... Mais ceci étant, c'est un peu les images qu'on a aujourd'hui du métavers, c'est ça. C'est quand même, tu mets ton casque, et puis tu vas dans un univers... T'es une autre... En fait, il y a un problème de schizophrénie. Moi, quelque chose, pour moi, c'est la suite des réseaux sociaux. À un moment donné, comment tu peux être ne pas schizophrène là-dedans, quoi. Mais pour moi, c'est la suite logique des réseaux sociaux. C'est ça. C'est pas un hasard si Facebook se devient méta et qu'ils partent là-dedans. Parce que... Mais moi, j'y voyais pas ça, comme je suis pas une super utilisatrice. Mais tu vois quoi? En fait, c'est expérience client, c'est blockchain et révolution blockchain, c'est la data, c'est la main. C'est finalement un angle où on va toucher à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est la conclusion en fait de tout ce qu'on a dit. Et la sécurité, parce que comment tu vas protéger tout ça de tes actifs? Ton enfant. Et peut-être que c'est un flop aussi, et que ce sera peut-être rien. Peut-être. Juste un truc tendance. Et peut-être que la sobriété numérique interdira tout ça parce que ça va tellement consommer qu'on va j'ai du mal à y croire, mais bon. Je sais pas. Mais on peut peut-être réussir à se l'auto. Donc là, pareil, si vous êtes intéressé par les métaverses, si vous voulez venir en parler avec nous, ça sera avec grand plaisir parce qu'on a besoin d'experts et de contradicteurs. Donc venez en parler avec nous. Exactement. Merci beaucoup. On a passé une bonne soirée, enfin une bonne journée, ce que vous voulez, en tous les cas, un bon moment. C'est tourné en soirée, on peut dire que... Nous, on a tourné en soirée, voilà. On a passé une super bonne soirée ensemble. On a encore plein de sujets à creuser. Donc, si vous pouvez interagir pour nous dire les sujets que vous avez préférés, on vous garantit qu'on ne les tournera pas dans cet ordre-là et qu'on gardera toute notre indépendance pour faire ce qu'on aura envie de faire. Mais en tous les cas, on sera heureux de partager avec vous et d'avoir vos retours sur ce format plus court, plus chat et finalement aussi très antistatique. Exactement. Totalement. À bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt. Abonnez-vous. Ciao. Salut.